Chapitre 1. La ville ne dormait jamais. Mais Isabella Moreno, si, même si ce n'était que par fragments agités. À 3 heures du matin, les rues de Manhattan n'étaient qu'une mosaïque de néons et de klaxons lointains, un monde vivant à son propre rythme fébrile. Izzy, comme elle s'appelait dans les recoins secrets de son esprit, passait une serpillière sur le sol en marbre étincelant du siège de l'Ira Media, au 42e étage. Le silence du bureau vide était son refuge, seulement rompu par le doux bourdonnement dans ses écouteurs d'une émission de radio allemande nocturne. La voix de l'animateur était chaleureuse, comme celle d'un ami qu'elle n'avait jamais rencontré. Izzy murmurait les mots, ses lèvres se synchronisant avec le rythme des phrases allemandes tandis qu'elle frottait une tache de café tenace. Elle n'écoutait pas seulement, elle absorbait, elle analysait, elle savourait. L'allemand était sa 5e langue, une langue qu'elle avait apprise seule, dans des moments volés entre ses services, les visites à l'hôpital et le poids d'une vie partie de travers. À 26 ans, Izzy était une ombre dans le monde scintillant de l'Ira Media, un empire médiatique mondial logé dans une tour de verre qui perçait l'horizon de New York. Pour les cadres qui la croisaient dans les couloirs, elle n'était que la femme de ménage, une jeune femme dans un uniforme bleu délavé, les cheveux noirs attachés en un chignon désordonné, les yeux toujours baissés. Ils ignoraient qu'elle avait été étudiante en linguistique à l'université de New York, boursière avec le rêve de devenir interprète à l'ONU. Ils ne savaient rien des nuits qu'elle avait passées à décortiquer la poésie française ou à conjuguer des verbes japonais sous la lumière vacillante de sa chambre d'étudiante, et ils ne savaient certainement pas pourquoi elle avait tout abandonné. La radio passa à une émission en français, et la serpillière d'Izzy s'immobilisa. L'amour est comme une langue, il faut le pratiquer pour ne pas l'oublier. Elle esquissa un faible sourire. L'ironie ne lui était pas étrangère. L'amour était un luxe qu'elle ne pouvait pas s'offrir, pas quand chaque centime allait aux frais médicaux de son frère ou au loyer de leur appartement exigu dans le Bronx. Mais les langues, elles, étaient sa rébellion, sa façon de résister à un monde qui tentait de l'effacer. Elle changea de station pour du japonais, laissant les 12 syllabes du présentateur l'envahir. Kaigriega no tenkiwa. Izzy ferma les yeux un instant, s'imaginant dans un café de Tokyo en train de commander un matcha dans un japonais parfait. C'était un jeu auquel elle jouait pour entretenir sa flamme, pour se rappeler qu'elle était plus que ce à quoi la vie l'avait réduite. Le bureau était un labyrinthe de murs de verre et de meubles polis, un temple de l'ambition. Izzy s'y déplaçait méthodiquement, vidant les poubelles, essuyant les bureaux parsemés de post-it et de tasses à café. Elle connaissait ce bureau mieux que quiconque, la subtile odeur de cèdre dans le bureau d'angle, la façon dont l'équipe marketing laissait toujours des bagels à moitié mangés dans la salle de pause. Elle avait appris à devenir invisible, à se fondre dans le décor comme un fantôme. C'était plus sûr ainsi. Lorsqu'elle atteignit la salle de conférence, son reflet se dessina dans les baies vitrées. Elle reconnut à peine la femme qui la regardait, des yeux fatigués, une légère cicatrice sur le sourcil gauche d'un accident d'enfance, une pommade qui révélait ses racines philippines. Sa mère disait qu'elle avait un visage qui racontait des histoires. Maintenant, il avait juste l'air épuisé. Elle poussa la porte, son chariot cliquetant derrière elle. La table en acajou brillait sous les lumières de la ville qui filtraient à travers les fenêtres. C'était ici que les contrats se signaient, que les voix se faisaient entendre. Izzy se demanda ce que cela ferait de s'asseoir à cette table, d'être quelqu'un d'important. La pensée passa rapidement, chassée par la réalité. Son téléphone vibra dans sa poche, un texto de son frère Matteo. « The Retter, Tesrevaile. J'ai oublié de te dire que le médecin dit que j'ai besoin d'un nouveau médoc. $200, dit Saul. » Le cœur d'Izzy se serra. Matteo avait 19 ans, un gamin maigre au sourire de travers et atteint d'une maladie auto-immune rare qui avait épuisé les économies de leur mère et l'avenir d'Izzy. Elle répondit par texto. « T'inquiète pas, je vais trouver une solution. Dors bien. » Elle ne savait pas comment elle trouverait l'argent, elle y arrivait toujours. Elle monta le volume, cette fois sur de l'italien. La vita è un mistero. La vie est un mystère. Izzy laissa les mots l'envelopper comme une couverture. Elle avait commencé à apprendre l'italien au lycée, piquant des livres à la bibliothèque pendant que ses camarades de classe étaient obsédés par les robes de bal. La langue était son évasion, sa façon de construire des mondes où elle n'était pas seulement la fille d'une mère célibataire qui enchaînait 2 services dans un restaurant ou la sœur qui avait abandonné l'université pour payer des injections et des lits d'hôpital. L'horloge murale indiquait 4h15.
Encore 1 heure et son service serait terminé. Elle prendrait le métro pour retourner dans le Bronx, dormirait quelques heures, puis se dirigerait vers son 2e emploi dans une épicerie sur la 167e rue. Ce n'était pas la vie dont elle avait rêvé, mais c'était la vie qu'elle avait. En polissant la table de la conférence, un souvenir refit surface. Sa mère assise à leur petite table de cuisine, lui apprenant des berceuses en tagalog. « Ta voix est ton pouvoir », disait-elle. « Parle et le monde écoutera. » Sa mère était partie depuis 3 ans, emportée par un cancer plus vite que leurs prières n'avaient pu la rattraper. Mais ces mots restaient une braise tenace dans la poitrine d'Izzy. Elle termina la salle de conférence et se dirigea vers l'espace de pause où un tableau d'affichage était encombré de prospectus. Cours de yoga, fête d'équipe, un rappel sur le programme de diversité de l'entreprise. Les yeux d'Izzy s'attardèrent sur une affiche pour un programme linguistique dans un centre communautaire local. Elle avait un jour pensé à faire du bénévolat pour apprendre à des enfants comme elle a navigué dans un monde qui les réduisait souvent au silence. Mais le temps était une monnaie qu'elle n'avait pas. La radio grésilla de nouveau, revenant à l'allemand. Die Sprache ist die Seele eines Volkes. La langue est l'âme d'un peuple. Izzy hocha la tête pour elle-même, sa serpillière se déplaçant au rythme des mots. Elle était peut-être invisible pour l'Iramédia, mais pas pour elle-même. Chaque phrase qu'elle mémorisait, chaque accent qu'elle perfectionnait était une autre brique dans le mur qu'elle construisait, un mur pour tenir le désespoir à l'écart. Alors qu'elle fermait à clé le placard à fournitures, les premières lueurs de l'aube ensanglantèrent l'horizon, peignant la ville de nuances de gris doré. Izzy entra dans l'ascenseur de service, son chariot cliquetant à côté d'elle. Les portes se fermèrent et pendant un instant, elle fut seule avec ses pensées. Elle chuchota une phrase en français, l'attestant sur sa langue. « Je suis plus que ce que vous voyez. » L'ascenseur sonna et elle entra dans le hall. Karl, le gardien de sécurité, un vieil homme à la voix douce, lui fit un signe de tête. « Rude service, gamine. » Comme d'habitude, dit-elle en forçant un sourire. « Repose-toi bien. » Lui lança-t-il alors qu'elle franchissait la porte tournante. Dehors, la ville s'éveillait. Des camions de livraison grondaient sur Broadway et les lève-tôt se précipitaient vers les cafés. Izzy retira ses écouteurs, laissant le son de New York l'envelopper, les klaxons, les rires lointains, le battement de cœur d'un endroit qui ne s'arrêtait jamais. Elle n'était qu'une parmi des millions, une voix dans un cœur chaotique. Mais alors qu'elle montait dans le train 4, la radio chuchotant toujours de l'allemand à son oreille, Izzy sentit une certitude tranquille. Elle était plus qu'une femme de ménage, plus qu'une décrocheuse, plus que le poids de son chagrin. Elle était une gardienne des langues, une tisseuse de monde. Et au fond d'elle-même, elle savait qu'un jour le monde l'entendrait. Vous regardez Soul Stories, où chaque conte murmure l'amour, la guérison et l'espoir. Si vous croyez que même le plus petit acte de gentillesse peut changer une vie, et que l'amour arrive souvent quand on s'y attend le moins, n'oubliez pas de vous abonner et de faire partie de notre voyage. Maintenant, restez avec nous. L'histoire ne fait que commencer. Chapitre 2. Le PDG qui ne regardait jamais en arrière. Damien Carlyle se tenait devant la fenêtre de son bureau du 50e étage de la tour Lyra-Media. Son regard balayait l'horizon de Manhattan comme un roi arpentant son royaume. En bas, la ville était une mer de lumière, des voitures scintillant sur la 5e avenue, des gratte-ciels s'élançant vers le ciel dans une course à l'ambition. Mais pour Damien, tout cela n'était qu'un bruit de fond, un décor pour des chiffres, des contrats et des décisions impitoyables. À 34 ans, il était le plus jeune PDG de l'histoire de Lyra-Media, un homme qui avait bâti un empire avec un esprit acéré comme un rasoir et un cœur gelé depuis longtemps. À l'intérieur, le bureau spacieux était agencé avec une précision presque brutale. Un bureau en noyer sans poussière, une peinture abstraite au mur, une bibliothèque garnie de volumes sur la stratégie commerciale et la philosophie. La subtile odeur de bois de cèdre émanait d'un diffuseur élégant, une habitude qu'il avait gardée de ses années londoniennes, où il avait grandi avant de s'installer à New York il y a 10 ans. Damien n'aimait pas le chaos, ni dans le travail, ni dans les émotions. Tout devait être ordonné. Tout devait servir un but. Il fit pivoter son fauteuil en cuir, s'assit et ouvrit son ordinateur portable. Un email d'un partenaire japonais s'afficha à l'écran, une demande urgente de réviser la campagne publicitaire mondiale avant la réunion de la semaine prochaine. Damien parcourut le contenu, ses doigts tapant une réponse laconique et chirurgicale. Il ne faisait pas dans la conversation. Dans son monde, l'efficacité était reine,
et le temps était une monnaie que personne, et surtout pas lui-même, n'était autorisé à gaspiller. Pourtant, même au sein de cette concentration d'acier, un souvenir se glissa comme une fissure dans la forteresse qu'il avait passé des années à construire. 3 ans plus tôt, dans ce même bureau, il avait découvert une double trahison. Vanessa, sa fiancée de l'époque, non seulement l'avait trompé avec un partenaire commercial, mais avait discrètement manipulé des contrats à des fins personnelles. Damien mit fin à la relation sur le champ, mais Vanessa, intelligente et bien connectée, conserva son poste de directrice des ressources humaines de l'Ira Media. Il la laissa rester non par pardon, mais parce qu'un scandale aurait ébranlé la confiance des actionnaires. Pourtant, chaque fois qu'il la voyait en réunion, la vieille blessure le lançait, lui rappelant que la confiance était un luxe qu'il ne pouvait pas s'offrir. Damien se leva et se dirigea vers le coin où une machine à expresso haut de gamme attendait. Il appuya sur un bouton, le moulin vrombit, et il se rappela que le passé n'avait pas d'importance. Seul le présent et ce qu'il pouvait contrôler méritaient son attention. L'Ira Media était sur le point de s'étendre en Europe, un projet d'une valeur de plusieurs centaines de millions. Il ne pouvait permettre à rien, ni à personne, de le distraire de cela. Un léger coup à la porte le tira de ses pensées. « Entrez », dit-il, la voix basse et plate. La porte s'ouvrit, et Vanessa entra. Elle était aussi magnifique que le jour de leur rencontre, cheveux dorés attachés, tailleur bleu marine moulant sa silhouette, un sourire confiant brandi comme une arme. Mais Damien ne la trouvait plus éblouissante. Il la regardait comme une rivale, pas comme quelqu'un qui avait autrefois rêvé à ses côtés. « Damien, j'ai le rapport RH pour le prochain trimestre. » dit Vanessa en posant un dossier sur son bureau, et une suggestion. Nous devons embaucher plus d'interprètes pour le projet européen. L'équipe actuelle ne peut pas gérer la charge de travail. Damien feuilleta le dossier sans lever les yeux. Je vais l'examiner. Autre chose? Vanessa hésita, ce qui était rare pour elle. J'ai entendu dire que vous envisagiez d'augmenter le budget pour l'initiative de diversité. Je pense que nous devrions nous concentrer sur le profit plutôt que sur des gestes symboliques. Damien leva enfin les yeux, son regard aussi tranchant qu'une lame. Symboliques? La diversité n'est pas de la communication. Vanessa, c'est de la stratégie. Notre marché est mondial. Nos clients ne parlent pas tous anglais. Si vous ne pouvez pas voir ça, vous êtes peut-être dans le mauvais rôle. Le sourire de Vanessa se crispa, mais ne se brisa pas. Je veux juste m'assurer que nous restons concentrés. Tu sais, j'ai toujours fait passer l'entreprise en premier. Je sais, dit Damien, sans émotion. Elle partit, le silence derrière elle aussi épais que du verre. Damien se retourna vers la fenêtre, repoussant le malaise qui persistait. Vanessa était un rappel que même les plus proches de vous pouvaient cacher des arrière-pensées. Après elle, il s'était fixé une règle. Ne jamais laisser l'émotion entrer dans les affaires. Employés, partenaires, même les amis, ils étaient tous mesurés à leur performance. La gentillesse, l'innocence et les histoires tristes n'avaient pas leur place dans son monde. Il retourna à son bureau, mais avant de se replonger dans le travail, il ouvrit le flux de sécurité du bâtiment, une habitude pour surveiller les progrès dans la tour. Les caméras s'allumèrent. Salle de conférence vide, hall silencieux, et le couloir du 42e étage, où une petite silhouette poussait un chariot de concierge. Damien fronça les sourcils. La femme de ménage, une jeune femme qu'il avait vue plusieurs fois, travaillait toujours seule de nuit. Elle semblait banale, se fondant dans le décor comme un meuble. Il ne connaissait pas son nom, et il s'en fichait, d'ailleurs. Mais quelque chose dans sa façon de bouger, concentrée, délibérée, retint son regard quelques secondes de plus que d'habitude avant qu'il ne ferme l'écran. Son téléphone vibra. Un message du président du conseil d'administration. « Damien, le projet européen doit être impeccable, pas d'erreur. » Il répondit, « Il n'y en aura pas. » Mais à l'intérieur, il sentait la pression monter. Un seul faux pas, et les actionnaires pourraient paniquer. Il ne pouvait pas laisser cela se produire. Alors que les premières lueurs de l'aube se déversaient par les fenêtres, Damien se leva, enfila sa veste de costume et sortit du bureau. Il ne regarda pas en arrière. Il ne le faisait jamais. La vie, comme les affaires, était une série de décisions allant de l'avant. Le passé était un fardeau, et Damien Carlyle ne portait pas de fardeau. Mais alors que l'ascenseur descendait vers le hall, une étrange sensation le traversa. Il ne savait pas que quelques étages plus bas, une fille avec 5 langues dans son âme passait la serpillière, chuchotant des phrases en français pour rester en vie.
Il ne savait pas que le destin, comme la ville, ne dormait jamais et qu'il se préparait à faire entrer en collision deux mondes. Chapitre 3. L'incident dans la salle de conférence les lundis matins chez Lyra Media était toujours une tempête contrôlée. Les cadres se précipitaient dans les couloirs, les téléphones sonnaient sans arrêt et l'air était chargé de l'odeur du café fraîchement moulu. Au 42e étage, la salle de conférence principale était aujourd'hui l'œil du cyclone. Un groupe de clients internationaux était arrivé pour discuter d'une nouvelle campagne publicitaire mondiale. Mais les choses ne se passaient pas comme prévu. Isabella Moreno poussait son chariot de nettoyage dans le couloir, ses écouteurs diffusant toujours un podcast japonais. Elle marmonnait en même temps, essayant de se tenir à l'écart de l'agitation matinale. Son service de nuit était officiellement terminé, mais elle était restée quelques minutes de plus pour ranger la salle de conférence avant l'arrivée des invités. C'était son habitude de faire plus que ce qui était attendu, non pas pour l'argent, mais pour sentir qu'elle avait sa place ici, ne serait-ce qu'un peu. La salle de conférence était élégante et moderne, avec une longue table en bois, des chaises en cuir et des fenêtres donnant sur la rivière Hudson. Izzy était en train d'essuyer le tableau blanc lorsqu'elle entendit des voix agitées à l'extérieur. Elle s'arrêta, retira un écouteur. Le son, un mélange de français, d'allemand et de japonais, était tendu. Elle sortit dans le couloir et trouva 3 invités internationaux près du bureau de la réception, chacun essayant d'expliquer quelque chose que les autres ne comprenaient pas. Le Français en costume gris leva les mains en signe de frustration. Sa voix était vive et impatiente. À côté de lui, une Japonaise en blazer marine secouait la tête, répondant calmement dans sa langue maternelle. Le grand Allemand, ses lunettes scintillant, intervint avec un allemand sec. La réceptionniste, une jeune femme nommée Emily, semblait au bord des larmes. Je suis désolé, je ne comprends pas. L'équipe d'interprètes sera bientôt là, je vous le jure. Mais comme Izzy l'avait entendu la semaine dernière, les interprètes étaient coincés dans les embouteillages du centre-ville à cause d'un défilé. Izzy hésita. Elle savait qu'elle n'était pas censée intervenir. Elle n'était que la femme de ménage, pas une employée officielle. Mais la voix de sa mère résonna dans son esprit. Parle et le monde écoutera. Elle prit une profonde inspiration, s'avança et parla en français, doucement mais clairement. Le Français cligna des yeux, surpris, mais hocha la tête. Izzy se tourna vers la Japonaise, passant sans effort à un japonais fluide. Enfin, elle regarda l'Allemand et s'adressa à lui dans un allemand impeccable et confiant. Bien que toujours visiblement stressés, les 3 invités commencèrent à se calmer. Emilian resta buchavea. Vous parlez toutes ces langues, chuchota-t-elle. Izzy se contenta d'un petit sourire en invitant les invités à la suivre dans la salle de conférence. Elle localisa rapidement les dossiers sur la table, vérifia qu'il s'agissait des bonnes versions et présenta brièvement l'ordre du jour de la réunion, chaque explication étant donnée dans la langue appropriée. En 5 minutes, les invités étaient assis, documents en main, et la salle était revenue au calme. Depuis la salle de contrôle de sécurité du 50e étage, Damien Carlis observait la scène se dérouler sur les moniteurs. Il avait vérifié que le bâtiment était prêt avant la réunion, lorsqu'un message de Vanessa était apparu. L'équipe d'interprètes est coincée. Je m'en occupe. Damien fronça les sourcils, sur le point d'appeler pour une solution, quand un écran attira son attention. Une femme en uniforme de concierge, la même qu'il avait remarquée sur les caméras la nuit précédente, parlait avec les clients internationaux. Ael Zuma. Ce qu'il entendit le stupéfia. La jeune femme passait sans effort du français au japonais et à l'allemand, comme si elle les respirait. Pas d'hésitation, pas de fioriture, juste une fluidité pure. Damien se pencha en avant, ses doigts se resserrant sur le bord de son bureau. « Qui est-elle » murmura-t-il à voix haute. Il appuya sur le bouton d'appel de la sécurité. Karl l'a fait. Madame de ménage du... Quel est son nom? C'est Izzy, monsieur, répondit Karl par l'interphone. Isabella Moreno. Elle travaille de nuit. Une fille travailleuse. Damien hocha la tête, les yeux toujours rivés sur l'écran. Au moment où l'équipe d'interprètes arriva enfin, Izzy était déjà parti, poussant silencieusement son chariot dans le couloir comme si de rien n'était. Mais en bas, le buzz avait commencé. Emily raconta l'histoire à l'équipe marketing. Et la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. La femme de ménage parle 3 langues. Parle 3 langues. Non, j'ai entendu dire 5. De retour dans son bureau, Damien éteignit le moniteur, mais l'image de cette fille persistait dans son esprit.
Il ne croyait pas aux contes de fées ni aux joyaux cachés. Ce monde était trop brutal pour cela. Mais quelque chose chez elle, une brillance tranquille sans besoin d'applaudissements, la rendait impossible à ignorer. Il ouvrit les dossiers des employés sur son ordinateur et tapa « Isabella Moreno ». Un court profil apparut. 26 ans. Personnel de nettoyage. Employé chez Lyra Media depuis 18 mois. Pas de diplômes officiels. Pas de notes notables. Damien Franca, les sources. Le dossier ne disait rien de la femme qui venait de désamorcer un désastre linguistique. On frappa à la porte. Vanessa Intra, l'air tendu. Damien, les interprètes sont arrivés. Tout est sous contrôle maintenant. Mais nous devons améliorer notre protocole. Je proposerai. Vanessa, coupa Damien, sa voix comme de la glace. Connaissez-vous une employée nommée Isabella Moreno? Vanessa cligna des yeux, clairement décontenancée. Isabella? Elle est juste une femme de ménage. Pourquoi? Damien ne répondit pas tout de suite. Il se leva et se tourna vers la fenêtre, où le soleil du matin avait commencé à embraser Manhattan. Faites-la venir dans mon bureau cet après-midi. Vanessa pinça les lèvres, hochant lentement la tête. Très bien. Mais, y a-t-il un problème? Damien ne la regarda pas. Je veux savoir qui elle est vraiment. Après son départ, Damien se rassit, faisant rouler un stylo en argent entre ses doigts. Il ne savait pas pourquoi il s'en souciait. Un PDG n'avait pas de temps pour des distractions comme celle-ci. Mais quelque part au fond de lui, un étrange instinct s'agita, comme si le destin avait frappé à sa porte. Et il ne pouvait pas prétendre qu'il ne l'avait pas entendu. Chapitre 4. Qui est-elle, vraiment? L'après-midi au siège de Lyra Media était empreint d'une étrange quiétude, comme si la tempête du matin s'était calmée pour laisser place à des courants sous-jacents silencieux. Isabella Moreno se tenait devant la grande porte en bois du bureau du PDG, son cœur battant si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait lui briser les côtes. Elle portait toujours son uniforme de concierge bleu délavé, son chariot de nettoyage laissé dans le couloir du 42e étage. Dans sa main se trouvait un bout de papier de Vanessa, la directrice des RH, avec un simple message « Réunion avec M. Carlisle. 15h 50e étage ». Izzy n'avait aucune idée de ce qu'elle avait fait de mal. Elle essaya de se remémorer chaque détail du matin, la façon dont elle avait aidé les invités internationaux, comment elle avait repris tranquillement son nettoyage après l'arrivée de l'équipe d'interprètes. Avait-elle outrepassé ses droits? Une femme de ménage n'était pas censée se mêler des affaires des cadres. Elle serra les poings, les ongles s'enfonçant dans ses paumes, essayant d'empêcher ses pensées de sombrer dans la peur d'être renvoyée. Matteo avait besoin d'elle. Elle ne pouvait pas perdre ce travail. Elle frappa. Le son était doux mais sec dans le couloir silencieux. « Entrez !» appela une voix grave et froide de l'intérieur. Izzy poussa la porte et entra dans le vaste bureau de Damien Carlisle. La lumière du soleil de l'après-midi filtrait à travers les baies vitrées, jetant une clarté froide sur la pièce. Damien était assis derrière un bureau en noyer, ses yeux d'un bleu profond la transperçant comme s'il pouvait voir à travers tous les secrets qu'elle portait. Il portait un costume noir, sa cravate légèrement desserrée, et l'écran d'ordinateur derrière lui affichait le logo de Lyra Media. Izzy se sentit minuscule, comme une fourmi au pied d'une montagne. « Asseyez-vous, Madame Moreno », dit Damien, lui désignant le fauteuil en cuir en face de lui. Sa voix était dénuée d'émotion, mais pas hostile. Izzy s'assit, la colonne vertébrale droite, les mains jointes sur ses genoux. « Savez-vous pourquoi je vous ai demandé de venir ?» demanda-t-il en se penchant en avant, les coudes sur le bureau. Izzy secoua la tête, sa voix à peine un murmure. « Non, monsieur. Je pensais que j'avais peut-être fait quelque chose de mal. » Damien fronça les sourcils comme si sa réponse le surprenait. Il tourna son moniteur vers elle et elle reconnut les images de sécurité du matin. Elle-même parlant avec les invités internationaux, passant avec aisance du français au japonais et à l'allemand avec une fluidité calme qui la surprenait même en se revoyant. « Vous appelez ça faire quelque chose de mal ?» demanda Damien, sa voix maintenant teintée d'une pointe de curiosité. « Vous avez sauvé une réunion majeure de l'effondrement. Combien de langues parlez-vous » Izzy déglutit, le sol sous ses pieds lui semblant soudainement instable. Elle n'était pas habituée à l'attention, pas habituée à ce qu'on lui pose des questions sur elle-même. « 5, monsieur. Anglais, français, japonais, allemand et italien. » Damien hocha lentement la tête, comme s'il assemblait un puzzle dans son esprit.
Et où avez-vous appris tout ça? Votre dossier ne mentionne aucun diplôme. Elle se mordit la lèvre, pesant le pour et le contre de ce qu'elle allait révéler. La vérité était une épée à double tranchant. Elle pouvait la faire paraître admirable, ou pire, peu fiable. Mais quelque chose dans le regard de Damien, aussi froid soit-il, la poussa à être honnête. J'ai étudié la linguistique à NYU, mais j'ai abandonné. Ma famille, nous avons eu une crise. Mon jeune frère est tombé très malade et ma mère est décédée. J'ai dû commencer à travailler pour nous soutenir. Elle s'arrêta, se préparant au jugement. Dans le monde des gens comme Damien Carlisle, les histoires comme la sienne étaient souvent rejetées comme des excuses, pas des raisons. Mais Damien ne l'interrompit pas. Il la regarda simplement, et pendant un instant fugace, Izzy crut voir quelque chose vaciller dans ses yeux. De l'empathie? Oh, juste le reflet du soleil. Pourquoi le travail de concierge? Demanda-t-il d'un ton égal. Avec vos compétences, vous pourriez faire tellement plus. Izzy esquissa un sourire faible et doux amer. Il portait à la fois la douleur et une résilience tranquille. J'avais besoin de quelque chose de stable. L'IRA Média paie à temps et le service de nuit correspond à ma vie. Ça fonctionne. Damien se leva et se dirigea vers la fenêtre, les mains dans les poches. Il regarda la ville, mais Izzy sentit qu'il pesait quelque chose de plus grand. Vous êtes un joyau oublié, Madame Moreno, dit-il, sa voix basse mais certaine. Et je ne crois pas au gaspillage de talent. Elle cligna des yeux, ne sachant pas si elle l'avait bien entendu. Monsieur, il se retourna vers elle, les yeux plus vifs maintenant, comme un stratège faisant un mouvement. Je veux vous offrir un poste à l'essai au sein de l'équipe marketing internationale. Pas un rôle officiel, pas encore, mais nous avons besoin d'aide pour la traduction de la campagne européenne. Vous travaillerez avec mon équipe pendant 2 semaines. Si vous vous en sortez bien, nous discuterons de quelque chose de permanent. Izzy sentit son esprit se vider. Elle ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. C'était le genre d'opportunité dont elle rêvait, mais cela ressemblait aussi à un saut dans le vide. Elle n'avait pas de diplôme, pas d'expérience formelle. Et si elle échouait? Mais ensuite, elle pensa à Matteo, aux factures médicales qui s'accumulaient, et la voix de sa mère résonna dans son esprit. Parle et le monde écoutera. Je ne suis pas sûr d'être qualifiée, dit-elle, la voix tremblante. Mais si vous me donnez une chance, je donnerai tout ce que j'ai. Damien hocha la tête comme s'il savait déjà qu'elle dirait ça. Bien. Vanessa coordonnera les détails. Vous commencez lundi prochain. Des questions. Izzy secoua la tête, mais alors qu'elle se levait pour partir, Damien l'appela. Madame Moreno, dit-il, son ton plus doux maintenant. Ne laissez personne vous faire croire que vous n'êtes pas digne, pas même vous-même. Les mots, aussi simples soient-ils, transpercèrent l'armure qu'Izzy s'était construite. Elle hocha la tête, incapable de croiser son regard, et sortit. Alors que la porte se refermait derrière elle, elle s'appuya contre le mur et prit une profonde inspiration pour retenir ses larmes. Elle ne savait pas ce qui l'attendait, mais pour la première fois depuis des années, elle sentit une étincelle d'espoir, fragile, fugace, mais suffisante pour la faire continuer. À l'intérieur, Damien retourna à son bureau et rouvrit le dossier d'Izzy. Il relut la brève ligne. Isabella Moreno, 26 ans, personnel de nettoyage. Il fronça les sourcils, se demandant comment quelqu'un comme elle avait pu se retrouver dans l'ombre. Et quelque part dans un coin longtemps scellé de son cœur, une question fit surface. Pourrait-elle être celle qui briserait les murs qu'il avait passé des années à construire? Chapitre 5. Briser le schéma le premier lundi d'Isabella Moreno au sein du département marketing international de l'IRA Média lui donna l'impression d'entrer dans un autre univers. Fini son uniforme de concierge bleu délavé, remplacé par une blouse blanche empruntée à sa colocataire et une simple jupe noire qu'elle avait trouvée en solde. Ses baskets usées étaient le seul rappel de toutes ces nuits passées à pousser un chariot de nettoyage dans le couloir du 42e étage. Mais lorsqu'elle entra dans le bureau paysager du 45e étage, les regards de ses nouveaux collègues lui donnèrent l'impression d'être une intruse. L'étage du marketing international bourdonnait comme une ruche. Des écrans d'ordinateurs lumineux remplis de graphiques, des téléphones sonnant sans arrêt, et des conversations en anglais, espagnol et mandarin s'entrelaçaient dans l'air. Izzy se vit attribuer un petit bureau près de la fenêtre, où la rivière Hudson scintillait sous le soleil du matin. Sa responsable, une Coréenne nommée Sujin, lui tendit un dossier épais et lui offrit un sourire rapide et poli. « Bienvenue, Isabella » dit Sujin vivement.
Nous sommes en plein sprint pour lancer la campagne européenne, alors les choses sont intenses. Tu traduiras et réviseras les textes publicitaires pour les marchés français, allemands et japonais. Si tu as besoin de quoi que ce soit, demande à moi ou à l'équipe de traduction. Compris? Izzy hocha la tête, masquant sa nervosité. Compris, madame. Soujin s'éloigna, laissant Izzy avec une pile de documents et un vieil ordinateur portable de l'entreprise. Elle ouvrit le premier dossier, une ébauche en français pour une campagne de cosmétiques. Le texte était truffé d'erreurs grammaticales et manquait de nuances culturelles. Izzy se mit au travail, ses doigts glissant sur le clavier, affinant les phrases pour les rendre plus naturelles, insufflant un sens que seul un locuteur natif pourrait saisir. Dans son esprit, la voix de sa mère chuchotait. La langue est l'âme d'un peuple. Izzy sourit, ayant l'impression de retrouver une partie perdue d'elle-même. Durant ces 2 premiers jours, elle travailla discrètement, mais ses efforts ne passèrent pas inaperçus. Sa traduction française fut envoyée à un partenaire à Paris qui répondit avec des éloges. « Magnifique, c'est exactement ce que nous voulions. » Soujin, généralement difficile à impressionner, lui tapota l'épaule lors d'une réunion d'équipe. « Excellent travail, Isabella. Tu as du talent. » Le 3e jour, Izzy fut invitée à participer à un appel vidéo avec l'équipe japonaise. Elle expliqua la campagne avec aisance en japonais, soulignant comment certaines tournures de phrases pourraient mieux résonner auprès des jeunes consommateurs. La pièce devint silencieuse pendant que tout le monde écoutait. Un collègue, un certain Ryan, chuchota à la personne à côté de lui. Elle était femme de ménage? Pas possible. La nouvelle d'Izzy se répandit rapidement. Certains étaient curieux, d'autres admiratifs, mais il y avait aussi des regards de côté et du scepticisme. Pendant le déjeuner, alors qu'Izzy mangeait seule avec une boîte à bento faite maison, elle entendit 2 employés chuchoter à proximité. Elle a dû avoir un traitement de faveur de la part de Carlisle. Pas de diplôme, et elle a sauté directement ici? Ça sent le louche. Izzy garda la tête baissée, faisant semblant de ne pas entendre, mais les mots la blessèrent profondément, ébréchant sa nouvelle confiance fragile. Vanessa, la directrice des RH, fit une apparition vers la fin de la semaine. Elle entra dans le département marketing avec son sourire parfait habituel, mais son regard s'attarda sur Izzy juste un instant de trop. « Isabella, n'est-ce pas ?» dit Vanessa doucement, bien que son ton soit assez aiguisé pour trancher. « J'entends dire que tu t'en sors plutôt bien. Rappelle-toi juste que c'est un environnement compétitif. Ne te laisse pas submerger. » Izzy hocha la tête, évitant son regard. « Merci. Je ferai de mon mieux. » Après le départ de Vanessa, Sojin se pencha et murmura. « Ne la laisse pas t'atteindre. Vanessa n'aime pas que quelqu'un lui fasse de l'ombre, surtout si ça a un rapport avec Damien. » Damien. Le simple fait d'entendre son nom faisait battre le cœur d'Izzy. Elle ne l'avait pas vu depuis leur rencontre dans son bureau, mais elle sentait sa présence dans les courts emails qu'il envoyait à l'équipe. Une fois, après qu'elle eut soumis une traduction allemande avant la date limite, il répondit avec seulement 4 mots. « Bien. Continuez comme ça. » Ce n'était pas grand-chose, mais cela la poussait à travailler plus dur, à vouloir prouver qu'il ne s'était pas trompé sur elle. Du 50e étage, Damien suivait les progrès d'Izzy à travers les rapports de Sojin et les retours des clients. Il ne l'admit jamais à personne, pas même à lui-même, mais il lui prêtait plus d'attention qu'à la plupart des autres. Lors des réunions, lorsque son nom était mentionné, il écoutait plus attentivement, notant chaque mention. La façon dont elle avait corrigé une erreur de traduction qui avait sauvé un contrat, ou comment elle avait proposé un nouveau slogan qui résonnait avec le marché japonais. Il y avait quelque chose en elle, une honnêteté discrète, qui le rendait à la fois intrigué et déstabilisé. Un après-midi, Damien passa par le 45e étage. Il aperçut Izzy à son bureau, un écouteur à l'oreille, concentré sur la révision d'une ébauche en italien. Elle ne le vit pas, mais il s'arrêta, observant. Ses yeux étaient rivés sur l'écran, ses lèvres bougeant alors qu'elle murmurait des phrases à voix basse. Et pendant un bref instant, juste un battement de cœur, il ne la vit pas comme une employée, mais comme une histoire encore à raconter, un feu silencieux se cachant sous les cendres. « Monsieur Carlisle » appela Sojin, interrompant ses pensées. « Je peux vous aider ?» Damien secoua la tête, sa voix aussi froide que d'habitude. « Juste un passage. Comment avance le projet européen ?» Sojin sourit. « Grâce à Isabella, nous sommes en avance sur le calendrier. C'est un véritable atout. » Damien hocha la tête, ne disant rien de plus.
Mais en entrant dans l'ascenseur, ses yeux se tournèrent involontairement vers le bureau d'Izzy. Elle travaillait toujours, ignorant qu'elle venait de faire une pause et réfléchir à un homme qui prétendait ne pas croire aux sentiments. En bas, Izzy ferma son ordinateur portable à la fin de la journée. Elle était épuisée, mais c'était le genre d'épuisement qui vient avec la satisfaction. Pour la première fois depuis des années, elle sentait qu'elle avait sa place quelque part, même si ce n'était qu'un petit coin de l'empire Lyra Media. En quittant le bureau, la lueur dorée du coucher de soleil baignait Manhattan, et elle se chuchota une phrase en français. « Je commence à croire. » Mais dans le couloir sombre du 50e étage, Vanessa se tenait devant son bureau, serrant fermement un dossier. Elle avait vu la façon dont Damien regardait Izzy, même si ce n'était que pour une seconde. Et elle savait que, si elle n'agissait pas rapidement, cette fille de concierge pourrait devenir une menace bien plus grande qu'elle ne l'avait jamais imaginée. Vous suivez toujours l'histoire? Si cette histoire vous a trouvé en dehors de Soul Stories, nous vous invitons à la maison, là où chaque conte émouvant commence avec la vérité, l'espoir et le cœur. Chapitre 6. Les griffes forgées. Chapitre 6. Les griffes forgées le mercredi matin au département marketing international de Lyra Media étaient empreints d'une tension étouffante. Les employés étaient penchés sur leurs écrans, les doigts volant sur les claviers, tandis que les téléphones vibraient et que les chuchotements formaient une symphonie chaotique. À son bureau habituel dans le coin, Isabella Moreno était concentrée sur la traduction allemande d'un contrat publicitaire à gros enjeux avec un conglomérat européen. Elle n'avait aucune idée que, quelques étages plus haut, une tempête était sur le point d'éclater. La deuxième semaine d'Izzy au marketing était passée plus vite qu'elle ne l'avait prévu. Elle s'habituait au rythme, au hochement de tête approbateur de Soujin, et même aux sourires chaleureux occasionnels de ses collègues. Mais ce matin-là, lorsqu'elle soumit sa traduction finale à Soujin, elle remarqua un étrange changement dans l'expression de la femme. « Bien joué, Isabella !» dit Soujin, mais son ton manquait de sa chaleur habituelle. Izzy hocha la tête, essayant de chasser son malaise, et retourna à son bureau. Au 50e étage, Damien Carlyle fixait un email signalé en rouge de Hoffman et Klein, leur client allemand. L'objet du message Louis fit Sarah Lamaquar. Dringend, falsch Vertragsklausel. Urgent, clause contractuelle incorrecte. L'email était court mais cinglant. Une clause du contrat publicitaire final avait été modifiée, entraînant un grave malentendu sur le coût et la portée de la campagne. Le client exigeait une explication immédiate et menaçait de se retirer si le problème n'était pas résolu. Damien convoqua l'équipe marketing dans son bureau. Soujin, Ryan et plusieurs autres se tenaient devant son bureau, tendus et silencieux. Qui était responsable de la traduction de ce contrat? Demanda Damien, sa voix comme de la glace, son regard acéré balayant la pièce. Soujin s'éclaircit la gorge. Isabella Moreno a fait la plus grande partie de la traduction, monsieur. Mais la version finale a été examinée par toute l'équipe avant d'être soumise. Damien hocha la tête, mais un malaise s'insinua dans sa poitrine. Il avait fait confiance à Izzy, une décision qu'il n'avait pas entièrement comprise lui-même. Il appuya sur un bouton de son téléphone. « Vanessa, apportez-moi le dossier complet du contrat et tous les emails connexes, immédiatement. » Vanessa arriva quelques minutes plus tard, un dossier à la main. Son sourire était aussi parfait que d'habitude, mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui fit frémir l'instinct de Damien. « Voici tout, » dit-elle en posant le dossier sur son bureau, « et j'ai vérifié. Le contrat final porte la signature d'Isabella Moreno. » Damien feuilleta le document, et c'était bien là. Un signature manuscrit. Rit au bas de la dernière Moreno. Sa poitrine se serra. « Faites-la venir, » dit-il, sa voix basse mais ferme. Izzy entra dans le bureau de Damien pour la deuxième fois en 2 semaines. Mais cette fois, c'était comme entrer dans un tribunal. Damien était assis derrière son bureau. Vanessa se tenait à côté de lui. Soujin et Ryan restaient dans un coin, évitant son regard. Izzy serra le poing pour stabiliser sa voix. « Vous avez demandé à me voir, monsieur. » Damien poussa le dossier sur le bureau. « Vous avez signé ça, n'est-ce pas? Izzy, n'est-ce pas? » Izzy baissa les yeux, et son cœur faillit s'arrêter. La signature sur le document ressemblait exactement à la sienne, mais elle savait qu'elle ne l'avait jamais signé. « Non, monsieur, » dit-elle, la voix tremblante. « Je n'ai jamais vu cette version. Je n'ai traduit que des brouillons. Je les ai toujours soumis à Soujin pour examen. » Vanessa intervint, sa voix douce mais tranchante comme un rasoir.
Isabella, nous avons un email de votre compte confirmant la révision finale. Vous ne pouvez pas simplement nier votre responsabilité maintenant. Izzy secoua la tête, les larmes aux yeux. Je n'ai pas envoyé cet email. Je jure que je n'ai rien fait de mal. Damien l'étudia. Pendant un instant, il voulut la croire, mais il était le PDG. Il ne pouvait pas laisser le sentiment obscurcir son jugement. Madame Moreno, dit-il, la voix lourde. Jusqu'à ce que nous menions une enquête complète, vous êtes suspendu. Vanessa vous expliquera la procédure. Le sol sembla se dérober sous ses pieds. Izzy voulut protester, crier qu'elle était innocente, mais le regard froid de Damien la réduisit au silence. Elle hocha la tête, se retourna et sortit du bureau, des larmes coulant sur ses joues alors que les portes de l'ascenseur se refermaient derrière elle. Au 45e étage, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. La concierge a ruiné un contrat d'1 million de dollars, chuchota quelqu'un. Je le savais. Trop beau pour être vrai. Izzy rassembla ses affaires en silence, essayant d'ignorer les murmures. Soujin s'approcha et posa doucement une main sur son épaule. Je ne crois pas que tu aies fait quoi que ce soit de mal, Isabella. Tiens bon. La vérité éclatait là. Mais alors qu'Izzy quittait la tour Lyra Media et se retrouvait dans l'agitation des rues de Manhattan, elle eut l'impression que le monde entier s'était retourné contre elle. Dans le train numéro 4 qui la ramenait au Bronx, ses écouteurs diffusaient un podcast français. Mais cette fois, elle ne chuchotait pas en même temps. Elle voulait juste disparaître. De retour au 50e étage, Damien était assis seul dans son bureau, le soleil couchant peignant les murs de verre de teinte pourpre. Il fixa à nouveau la signature du contrat, le doute s'insinuant. Il avait vu Izzy travailler, méticuleuse, humble, jamais arrogante. Pouvait-elle vraiment faire une erreur aussi énorme? Ou y avait-il quelque chose qu'il ne voyait pas? Il ouvrit le système de messagerie interne et examina le fil de discussion fourni par Vanessa. En surface, tout semblait en ordre. Un email de confirmation du compte d'Izzy approuvant le document final. Mais lorsque Damien zooma sur la signature du contrat, un tout petit détail le fit hésiter. Une légère inclinaison, légèrement différente de l'écriture dans son dossier personnel. Il ferma son ordinateur portable, se leva et regarda la ville. Il ne voulait pas l'admettre, mais la voix qu'il avait réduite au silence pendant des années, son intuition, lui chuchotait qu'Izzy n'avait pas menti. Et si elle était innocente, quelqu'un à l'intérieur de Lyra Media jouait à un jeu dangereux. Dans son bureau, Vanessa était assise devant son ordinateur, supprimant calmement un email enfoui au fond de sa corbeille. Elle sourit, bien que le sourire n'atteignît jamais ses yeux. Isabella Moreno était peut-être un diamant, mais Vanessa s'assurerait qu'elle ne brillerait jamais. Chapitre 7. L'enquête la pluie bruinait sur les rues de Manhattan, jetant un éclat gris sur les gratte-ciel imposants. Au 50e étage de Lyra Media, Damien Carlyle était assis dans son bureau, la lampe de bureau projetant une faible lueur sur son visage tendu et concentré. Devant lui se trouvait une pile de documents, un écran d'ordinateur rempli de fils de discussion par email et une tasse de café refroidie depuis longtemps. Cela faisait 3 jours qu'Isabella Moreno avait été suspendue, et bien qu'il ait maintenu le sang-froid d'un PDG, une bataille faisait rage en lui entre la raison et l'instinct. Il ne pouvait pas se défaire de l'image d'Izzy quittant son bureau ce jour-là, les yeux rougis, le dos droit mais tremblant, comme si elle se tenait debout avec sa dernière once de force. Il avait voulu la rappeler, lui dire qu'il la croyait, mais il était le chef de Lyra Media. Il ne pouvait pas laisser les émotions dicter ses actions. Il ne pouvait pas risquer la réputation de l'entreprise pour une fille qu'il connaissait à peine. Pourtant, la signature de travers sur le contrat et ce regard fugace sur le visage de Vanessa le hantaient. Il avait commencé son enquête le soir même du départ d'Izzy. Plutôt que d'examiner lui-même les images de sécurité, ce qui aurait pu facilement paraître peu professionnel, Damien avait discrètement engagé une société indépendante, Sterling & Associates, réputée pour sa discrétion et sa précision. Il leur avait demandé d'examiner toute la chaîne des événements entourant le contrat européen, des emails internes aux archives numériques. Il avait également demandé une analyse graphologique de la signature, en la comparant à celle qui figurait dans le dossier RH d'Izzy. En attendant les résultats, Damien se plongea lui-même dans les systèmes internes. Ce qu'il trouva le troubla. L'email de confirmation du compte d'Izzy avait été envoyé à 2 heures du matin, une heure improbable pour un membre subalterne de l'équipe sans accès à distance. Il poussa plus loin, demandant au service informatique l'activité de connexion.
Les résultats étaient clairs, l'email avait été envoyé depuis un poste de travail au 48e étage, celui des ressources humaines. L'étage de Vanessa. Damien se pencha en arrière dans son fauteuil, faisant tourner son stylo en argent entre ses doigts, une habitude lorsqu'il était en pleine réflexion. Vanessa n'était pas négligente. Si elle était derrière tout ça, elle aurait couvert ses traces. Mais il la connaissait trop bien. Sa vanité, son besoin de tout contrôler, surtout quand elle se sentait menacée. Et Easy, avec ses éloges croissants et son talent naturel, était une menace. Mardi matin, le rapport de Sterling et Associates arriva. Margaret, une enquêtrice d'âge mûr et posée, rencontra Damien dans une salle de conférence privée. « Monsieur Carlisle, dit-elle en posant un dossier sur la table, nous avons terminé nos conclusions préliminaires. La signature sur le contrat correspond à celle de Madame Moreno avec une similarité de 95%, mais il y a des incohérences subtiles dans la pression et l'inclinaison qui suggèrent fortement qu'elle a été contrefaite. Quant à l'email, il provient d'un ordinateur au 48e étage. Le compte a été accédé via une vulnérabilité de sécurité temporaire. Quelqu'un savait comment brouiller les pistes, mais pas complètement. Damien hocha la tête. Son expression assombrissante. Quoi d'autre? Margaret tourna une page. Nous avons également trouvé une deuxième version du contrat stocké sur un serveur de sauvegarde. Cette version contient les termes originaux tels que convenus par Hoffman et Klein, et elle n'a pas de signature de Madame Moreno. Il semble que la version contrefaite ait été échangée juste avant la soumission. Damien Serra Lamoira. Qui avait accès à ce serveur de sauvegarde? Seulement quelques cadres supérieurs, répondit-elle, y compris la directrice des RH, Madame Vanessa Hart. Le soupçon se transforma en certitude. Damien remercia Margaret et lui demanda de garder les conclusions confidentielles jusqu'à nouvel ordre. Quand elle partit, il se tint à la fenêtre, regardant la pluie brouiller l'horizon de Manhattan. Il se souvint de Vanessa 3 ans plus tôt, de son sourire parfait, de ses douces promesses et de la facilité avec laquelle elle l'avait trahi. Pouvait-elle le faire à nouveau, cette fois pour détruire une fille innocente? Dans le Bronx, Izzy était assise dans son appartement sombre, les néons vacillant au-dessus de sa tête. Matteo était allongé sur le canapé, une couverture autour de lui, regardant une vieille rediffusion de comédie. « Ça va, sœurette ?» demanda-t-il doucement. « Tu regardes le mur depuis 1 heure. » Izzy força un sourire. « Je vais bien, Matteo, juste fatigué. » Mais elle n'allait pas bien. Les 3 derniers jours avaient été un cauchemar. Les rumeurs de l'IRA Media avaient même atteint leur quartier, des chuchotements de connaissances qui travaillaient à Midtown. C'est la fille qui a ruiné le contrat d'1 million de dollars. Izzy avait cessé d'écouter ses podcasts linguistiques, cessé de chuchoter des phrases en français ou en japonais. Le feu en elle s'était éteint, ne laissant que des cendres. Ella relut un texto de Sorgin. Isabella, j'essaie de comprendre ce qui s'est passé. N'abandonne pas. Mais comment ne pas le faire? Elle avait osé rêver, osé croire qu'elle pouvait être plus qu'une femme de ménage, et maintenant tout cela ressemblait à une blague cruelle. Le lendemain, Damien convoqua Vanessa dans son bureau. Elle entra avec son assurance habituelle, mais quand elle vit le regard dans ses yeux, son sourire vacilla. « Damien, quelque chose ne va pas ?» demanda-t-elle en s'asseyant en face de lui. I'll fit glisser le dossier de Sterling and Associates sur le bureau. Explique-moi ça. Dit-il, la voix basse et tranchante. Une signature contrefaite, un email piraté, un contrat échangé depuis le serveur de sauvegarde, tout cela tracé jusqu'au 48e étage. Vanessa cligna des yeux mais se ressaisit rapidement. « Damien, tu ne penses pas que je serais assez négligente pour laisser une trace comme ça, n'est-ce pas? Ça pourrait être un employé subalterne ou un problème de système. Tu sais que j'ai toujours fait passer l'entreprise en premier. » Damien se pencha en avant, ses yeux perçants. « Je t'ai fait confiance une fois, Vanessa. Il y a 3 ans. Je ne referai pas cette erreur. » Les lèvres de Vanessa se resserrèrent, mais elle ne dit rien. Damien se leva, se dirigeant vers la fenêtre. « J'ai demandé à Sterling d'élargir l'enquête. S'il trouve des preuves vous liant à cela, je ne vous protégerai pas. Comprenez-vous? » Elle hocha la tête avec raideur, mais quand elle quitta le bureau, ses doigts étaient si serrés que ses jointures blanchirent. Elle savait que Damien ne bluffait pas, et elle savait qu'elle devait agir vite. À l'étage inférieur, Damien tenait son téléphone, son pouce planant sur le contact d'Izzy dans l'annuaire des RH. Il voulait l'appeler, lui dire qu'il travaillait pour trouver la vérité,
mais il s'arrêta. Il était le PDG, pas un ami, pas un sauveur. Au lieu de cela, il envoya un bref email à Sujan. Tenez-moi au courant de la situation de Madame Moreno et assurez-vous qu'elle soit traitée équitablement. La pluie tombait toujours devant sa fenêtre, mais à l'intérieur de Damien Carlyle, une résolution se formait. Il découvrirait la vérité, non seulement pour l'Ira Media, mais pour la fille qui lui avait fait remettre en question les murs froids qu'il s'était construits. Chapitre 8. Brisé ou sauvé le vendredi matin chez l'Ira Media était aussi tendu qu'une tempête sur le point d'éclater. Une pâle lumière du soleil filtrait à travers les baies vitrées du 50e étage, incapable de chasser la lourdeur qui pesait dans la salle de conférence principale. Damien Carlyle se tenait devant le conseil d'administration, tenant fermement le rapport de Sterling et Associates. Son regard balaya chaque visage, le président Thomson, le directeur financier, les principaux actionnaires. Vanessa Hart était assise au bout de la table, son sourire impeccable n'étant plus qu'un masque fragile. Le rapport d'audit était une accusation irréfutable, la signature contrefaite d'Isabella Moreno, un email envoyé depuis son compte piraté et le contrat original échangé depuis un serveur de sauvegarde caché. Mais ce qui avait tenu Damien éveillé toute la nuit, c'était la révélation plus profonde. Vanessa avait manipulé des contrats précédents, détournant de l'argent vers de fausses œuvres de charité sous le couvert de dons d'entreprise. 3 ans plus tôt, lorsqu'il avait découvert sa trahison, à la fois personnelle et professionnelle, il avait choisi le silence. Non par pitié, mais par crainte qu'un scandale ne déstabilise l'entreprise qu'il avait bâtie à partir de rien. Ce silence lui avait coûté plus qu'il ne voulait l'admettre. Il avait enfermé la vérité, endurci son cœur et juré de ne plus jamais laisser l'émotion interférer. Mais aujourd'hui, il se trouvait à un carrefour. Dire la vérité était dangereux. L'action de l'Ira Media pourrait chuter. Des partenaires comme Hoffman et Klein pourraient se retirer. Les gros titres crieraient « Scandale ébranle l'empire médiatique ». Tout instinct disait à Damien de faire ce qu'il avait fait auparavant. Licencier discrètement Vanessa, réintégrer Easy et arranger les choses en coulisses. Le silence avait autrefois semblé sûr, la voix d'un PDG responsable. Mais cette fois, chaque fois qu'il envisageait, le visage d'Isabella lui revenait en mémoire. Ses yeux larmoyants, sa voix tremblante alors qu'elle insistait sur son innocence, la détermination de ses épaules même lorsque le monde lui tournait le dos. Izzy n'était pas juste une autre employée. Elle était une étincelle que Damien pensait éteinte depuis longtemps en lui. L'intégrité, le courage et la croyance tenace qu'une personne pouvait se relever de la ruine. S'il restait silencieux à nouveau, il ne la trahirait pas seulement elle. Il trahirait la raison même pour laquelle il avait fondé l'Ira Media, créer quelque chose en quoi il valait la peine de croire, pas un empire bâti sur des mensonges. Mais la vérité avait un coût, peut-être tout. Damien prit une inspiration, sa voix calme mais résolue. « Mesdames et messieurs, nous sommes confrontés à une grave violation interne. Isabella Moreno, une employée subalterne, a été injustement suspendue à propos du contrat Hoffman et Klein. J'ai engagé Sterling et Associates pour enquêter, et leurs conclusions révèlent des agissements contraires à l'éthique de la part d'un membre de la direction de cette organisation. » Une tension parcourut la pièce. La prise de Vanessa sur son accoudoir se resserra, son sourire s'effaçant. Damien posa le rapport sur la table, chaque page marquée. Le contrat a été remplacé, sa signature a été contrefaite. L'email a été envoyé depuis son compte mais enregistré depuis un ordinateur du 48e étage. Il fit une pause, croisant le regard de Vanessa. Ce poste de travail appartient à Madame Vanessa Hart, directrice des RH. La salle de conférence se figea. Le président Thomson plissa les yeux. Damien, c'est une accusation grave. En êtes-vous certain? Damien fit glisser le rapport vers lui. Sterling a également découvert des transferts financiers suspects liés à Madame Hart, des fonds redirigés vers des œuvres de charité écran. J'étais au courant de certaines de ces fautes il y a 3 ans et je suis resté silencieux pour éviter un scandale. C'était ma plus grande erreur. Aujourd'hui, je recommande son licenciement immédiat et une enquête officielle. Vanessa se leva d'un bond, la voix tremblante de fureur. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous laissez une simple concierge vous manipuler. Vous êtes sur le point de détruire l'Ira Media pour une fantaisie de justice. Damien la fixa, les yeux froids comme de l'acier. Oh non, Vanessa. Il y a 3 ans, j'ai choisi le silence et je me suis perdu. Cette fois, je choisis la vérité parce que c'est la bonne chose à faire.
La pièce resta dans un silence stupéfait, non seulement à cause des allégations, mais aussi de l'aveu de Damien. Le président Thompson tapota la table, la voix prudente. Rendre cela public pourrait provoquer la panique. Nous devrions gérer cela discrètement. Damien secoua la tête. Madame Moreno a été lésée. Son nom mérite d'être lavé. Si nous couvrons cela, nous ne valons pas mieux que celui qui a contrefait cette signature. L'IRA Media doit représenter l'intégrité, pas la tromperie. Un actionnaire prit la parole, la voix anxieuse. Damien, vous risquez tout, la valeur de l'action, les partenariats, notre marque. Je le risque pour la vérité, dit Damien fermement, ses yeux flamboyants. Si nous ne défendons pas ce qui est juste, alors l'IRA Media ne mérite pas d'exister. Après une délibération tendue, le conseil d'administration accepta. Une note interne serait publiée pour laver le nom d'Easy. Vanessa serait licenciée et une enquête formelle discrète serait menée. Les détails sensibles seraient traités en interne pour protéger la stabilité de l'entreprise. À la fin de la réunion, Damien resta assis seul, ayant l'impression d'avoir traversé le feu. Il ouvrit son courrier électronique et rédigea l'annonce. Isabella Moreno a été entièrement innocentée et retournera au travail. L'IRA Media reste engagé envers la transparence et l'équité. Il cliqua sur « Envoyer » et se pencha en arrière, fermant les yeux. Il avait choisi la vérité à grands frais, mais pour la première fois depuis des années, il se sentait plus léger, comme s'il se débarrassait d'un poids invisible. Dans le Bronx, Easy faisait la vaisselle quand son téléphone vibra. Un nouvel email de l'IRA Media. Elle le lut une fois, puis une autre. Ses mains tremblaient. Innocenti. Retour au travail. Des larmes coulèrent silencieusement sur ses joues. Matteo accourut et l'enlaça. « Tu l'as fait, sœurette. Je le savais. » Easy rit à travers ses larmes, mais l'hésitation persistait. Elle reviendrait, mais pourrait-elle affronter les regards, les chuchotements, et Damien, l'homme qui avait autrefois douté d'elle, qui l'avait défendue? Qui est-il maintenant, pour elle? Au 45e étage, Soujin sourit à son écran et envoya un texto à Easy. « Bon retour, ma belle. On a besoin de toi. » Le couloir bourdonnait de chuchotements. Carlyle of Vanessa. La concierge est innocent. Dans son bureau, Vanessa emballait ses affaires. Les yeux orageux. Elle avait perdu, mais elle n'avait pas dit son dernier mot. En sortant de l'IRA Media pour la dernière fois, elle marmonna. Cette histoire n'est pas terminée. Mais au 50e étage, Damien regardait Manhattan. Une lueur nouvelle dans son regard. Il avait brisé les murs qu'il avait construits. Et bien qu'il ne soit pas prêt à l'admettre, il savait qu'Isabella Moreno l'avait changé. Pas seulement une employée. Elle était la raison pour laquelle il osait à nouveau croire en l'intégrité. Vous regardez Soul Stories, en exclusivité sur notre chaîne. Si vous êtes toujours avec nous, laissez un commentaire, nous les lisons et les chérissons tous. Abonnez-vous pour soutenir d'autres histoires originales et sincères. Merci de faire partie de la famille Soul Stories. Chapitre 9. Rédemption. Une année s'était écoulée depuis qu'Isabella Moreno avait été innocentée et le 45e étage de l'IRA Media ressemblait à un monde différent, bourdonnant de créativité, d'énergie et de chaleur. La lumière du petit matin se déversait à travers les vitres, jetant une lueur dorée sur le département marketing international. Easy, désormais appelé avec assurance par son nom complet, entra vêtu d'une élégante robe bleu marine, ses cheveux attachés en une queue de cheval haute, son sourire doux mais radieux. Elle n'était plus la concierge silencieuse. Ni la fille, elle était devenue une force indispensable, aidant l'IRA Media à conquérir les marchés mondiaux. Revenir après le scandale Vanessa n'avait pas été facile. Au cours des premiers mois, Easy avait enduré les regards, les chuchotements et la pression silencieuse de devoir prouver qu'elle avait sa place. Mais elle l'avait prouvé, étape par étape. Elle avait corrigé une erreur de traduction qui avait sauvé un contrat de plusieurs millions de dollars avec Hoffman & Klein, proposé une campagne révolutionnaire pour le marché japonais et même animé des ateliers sur les nuances culturelles pour l'équipe de traduction. Soujin avait dit un jour lors d'une réunion d'équipe, « Isabella est l'atout le plus précieux que nous ayons. » La salle avait éclaté en applaudissements, et pour la première fois, Easy avait senti qu'elle était vraiment à sa place. Au cours de l'année écoulée, elle et Damien Carlyle avaient travaillé ensemble plus qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Il apparaissait souvent dans les réunions stratégiques, écoutant toujours ses idées avec une rare attention. Quand elle présentait un concept,
Il hochait parfois la tête, ajoutant un commentaire vif et concis qui faisait battre ses nerfs et gonfler son cœur de fierté. Ils avaient affronté des crises ensemble, comme lorsqu'un partenaire français menaçait de se retirer, et célébré des victoires, comme lorsque l'Iramedia avait reçu un prix mondial pour sa campagne multilingue. À travers ces moments, Izzy avait commencé à voir Damien comme plus que le PDG froid. Il était un homme avec des cicatrices invisibles, quelqu'un qui avait changé à cause d'elle, et quelqu'un qui, à son tour, l'avait rendue plus forte. Chaque fois qu'ils étaient proches lors de réunions, dans les couloirs, en examinant des documents, son cœur battait plus vite. Elle remarquait comment son regard s'attardait parfois un peu trop longtemps sur elle, et comment ses rares sourires illuminaient la pièce. Mais elle se rappelait que c'était du respect professionnel. Il était le PDG. Elle n'était qu'elle. Elle n'osait pas espérer plus. Au 50e étage, Damien luttait avec les mêmes pensées. Izzy était devenu essentiel à son travail, quelqu'un qu'il admirait, non seulement pour son brio, mais aussi pour sa résilience et sa compassion. Elle lui donnait envie d'être meilleur, non seulement en tant que leader, mais en tant qu'homme. Pourtant, les lignes étaient floues. Pouvoir, responsabilité, surveillance. Il ne pouvait pas risquer de la blesser. Il ne pouvait laisser personne penser qu'elle avait progressé pour des raisons autres que le mérite. Un vendredi soir, après une semaine de négociations épuisantes, Damien lui envoya un court email. « Mademoiselle Moreno, retrouvez-moi dans le hall à 19 heures. J'aimerais discuter du projet. » Izzy le lut, le cœur battant, mais supposa que ce n'était qu'une autre réunion. Quand elle entra dans le hall, Damien attendait, non pas dans son costume habituel, mais dans un pull gris et un pantalon de tailleur. Il semblait plus doux, plus réel. « Isabella, dit-il, sa voix profonde et chaleureuse. Vous avez travaillé incroyablement dur cette semaine. J'aimerais vous inviter à dîner pour vous remercier. » Izzy cligna des yeux, surprise. « Dîner? J'ai... D'accord, monsieur. Appelez-moi Damien, dit-il avec un sourire, la conduisant à l'extérieur. Ils arrivèrent dans un restaurant confortable du West Village, faiblement éclairé par des lampes dorées et chaudes et une douce musique de jazz en fond sonore. Leur table près de la fenêtre donnait sur des rues pavées, encore scintillantes de pluie. Damien commanda du vin, et lorsqu'ils portèrent un toast, il dit « Félicitations, Isabella. Aujourd'hui, le conseil d'administration a approuvé votre promotion. Vous êtes maintenant la directrice des affaires linguistiques et culturelles mondiales. » Izzy en resta bouche bée. Elle faillit renverser son vin. « Yeah, vraiment? Damien, je ne sais même pas quoi dire. Vous l'avez mérité, dit-il, ses yeux se fixant sur les siens. Vous avez changé l'Iramedia, et vous m'avez changé. » L'air devint immobile, juste la musique, les battements de cœur, et le non-dit entre eux. Damien prit une profonde inspiration, comme pour rassembler son courage. « Isabella, dit-il, la voix basse, stable. Je sais que je suis votre patron, et je ne veux jamais dépasser les limites, mais cette dernière année à travailler à vos côtés, j'ai réalisé que vous n'êtes pas seulement une collègue. Vous me donnez envie d'être meilleur. Vous m'avez fait croire en des choses que je pensais autrefois impossibles. Yeah, je vous apprécie, pas seulement pour votre talent, mais pour qui vous êtes. » Izzy sentit ses joues brûler, mais elle ne détourna pas le regard. Elle soutint son regard, voyant quelque chose de brut et de sincère derrière. « Damien, chuchota-t-elle, je le ressens aussi. Chaque fois que je suis près de vous, mon cœur s'emballe, mais j'ai eu peur de ce que cela signifie pour le travail, pour la façon dont les gens le verraient. » Damien tendit la main sur la table, sa main effleurant la sienne, un contact doux et stable. « Je ferai les choses correctement. Je parlerai au conseil d'administration. Je signerai tout accord nécessaire pour qu'il soit clair que c'est juste et professionnel. Mais si vous êtes d'accord, j'aimerais que nous commencions, non pas en tant que PDG et employé, mais en tant que deux personnes qui veulent avancer ensemble. » Izzy sourit, ses yeux brillants. « J'aimerais ça, Damien. Mais allons-y doucement. » Il hocha la tête, son sourire illuminant tout son visage. « Doucement, alors. Je ne suis pas pressé. » Ils restèrent assis sous la douce lumière, parlant de rêves, de peur et de ce qu'ils espéraient construire ensemble. Quand ils quittèrent le restaurant, Manhattan scintillait sous le ciel nocturne. Et Izzy chuchota une phrase en français alors qu'ils marchaient côte à côte. « L'amour commence par un regard. » De retour au 45e étage, les lumières étaient éteintes, mais l'histoire d'Isabella Moreno perdurait. Elle n'était plus la fille faussement accusée.
Elle était celle qui avait brisé les limites, qui avait inspiré une entreprise à croire à nouveau. Et quelque part au fond de son cœur, un amour avait commencé, enraciné dans le respect, nourri par la confiance, et s'épanouissant en son temps. Chapitre 10. Elle parlait le langage de l'espoir. L'automne à Manhattan apporta une brise fraîche qui fit volter des feuilles dorées sur la 5e avenue. Dans un petit centre communautaire du Bronx, une lumière chaude se déversait des fenêtres où un groupe d'étudiants immigrés s'était rassemblé. Ils venaient du Mexique, du Nigeria, du Vietnam, chacun tenant un cahier d'exercices linguistiques. Leurs yeux brillaient de rêve. Au centre de la pièce se tenait Isabella Moreno, son sourire radieux alors qu'elle enseignait une phrase en français. L'espoir ouvre toutes les portes. Un an après avoir été nommée directrice de la langue et de la culture mondiale chez Lyra Media, Izzy avait transformé ses épreuves en un phare d'inspiration. Elle ne se contentait pas de diriger des campagnes internationales, s'assurant des clients de Paris à Tokyo, mais elle était devenue un symbole pour ceux qui étaient autrefois négligés. Aujourd'hui, elle lançait la voix de l'invisible, une petite initiative financée par Lyra Media en partenariat avec le Corps de justice des immigrants. Le programme offrait des cours de langue gratuits et des bourses d'études à des étudiants immigrés à travers New York. Au premier rang était assis Matteo Moreno, le jeune frère d'Izzy, son visage rayonnant de fierté. À 20 ans, il avait l'air plus en forme que jamais, les joues roses au lieu de pâles. La maladie auto-immune rare qui le liait autrefois aux hôpitaux était maintenant sous contrôle, grâce aux revenus stables d'Izzy et à l'assurance maladie que Lyra Media lui avait fournie après sa promotion. Matteo, avec ses cheveux bouclés et ses lunettes rondes, griffonnait les phrases allemandes qu'Izzy enseignait. Il n'était pas seulement son petit frère, il était sa raison de continuer. « Tu es incroyable, sœurette » chuchota Matteo en passant, lui faisant un câlin rapide. Izzy sourit, lui ébouriffant les cheveux, se souvenant de toutes les nuits où elle travaillait au nettoyage, priant pour qu'il passe l'hiver. Maintenant, il n'était pas seulement en bonne santé, il s'était inscrit dans un collège communautaire local, rêvant de devenir ingénieur en logiciel. La guérison de Matteo était la plus grande victoire d'Izzy, et elle savait que rien de tout cela n'aurait été possible sans la chance que Damian Carlis lui avait donnée. En regardant ses élèves, la voix d'Izzy s'adoucit. « Vous n'avez pas besoin d'être parfait, leur dit-elle, mais croyez que votre voix compte. La langue est la façon dont nous racontons notre histoire, et le monde écoute. » Elle jeta un coup d'œil à Matteo et le vit hocher la tête, son cœur gonflant de fierté. Au fond de la salle, Damian Carlis était assis tranquillement dans un pull bleu marine, son expression pleine d'admiration. Il n'était plus seulement le PDG de Lyra Media, il était le partenaire d'Izzy, sa constante silencieuse. Leur relation, qui avait commencé autour d'un simple dîner un an plus tôt, s'était développée de manière constante et délibérée. Ils avaient fait face à des regards sceptiques, tenu d'innombrables réunions avec le conseil d'administration pour assurer la transparence et surmonter des moments de doute. Damian avait signé un accord formel avec l'entreprise, garantissant qu'aucun favoritisme ne serait jamais remis en question, et Izzy prouvait sa valeur chaque jour. Ils y allèrent doucement. Des séances de travail tard le soir, la relecture de documents ensemble et de longues conversations sur leurs rêves les rapprochèrent lentement. Damian s'ouvrit sur la trahison de Vanessa, sur les murs qu'il avait construits. Izzy partagea des souvenirs de sa mère, des nuits passées à pleurer, convaincu qu'elle serait toujours invisible. Chaque histoire posa une brique dans les fondations de leur amour, un amour bâti non sur le pouvoir, mais sur le respect mutuel. Après la fin de l'événement de lancement, Matteo aida Izzy à rassembler ses livres, discutant avec animation avec les étudiants. « Elle m'apprend l'allemand », dit-il à une fille, faisant rire tout le groupe. Izzy le regarda, les yeux embués. Il ne se remettait pas seulement, il s'épanouissait, et c'était le plus grand des cadeaux. Dehors, ils marchèrent tous les trois dans le Bronx sous le clair de lune. « Je suis le chaperon », déclara Matteo enjoué, juste au cas où Damian tenterait quelque chose de bizarre. Damian gloussa, un son rare qui fit cligner des yeux Izzy de surprise. « Détends-toi, gamin, sourit-il. Je voulais juste acheter une glace à ta sœur. » Ils s'arrêtèrent dans une petite boutique voisine et s'assirent sur un banc en bois, Matteo avec du chocolat, et Izzy et Damian partageant une boule à la fraise. « Je l'ai fait, Damian, » dit Izzy. Sa voix était teintée d'incrédulité. « Il y a un an, je pensais que je serais toujours juste la femme de ménage. Maintenant, j'aide des enfants. Et Matteo, il est en vie.
Je ne sais même pas comment te remercier. Damian prit sa main, leurs doigts s'entrelaçant. Tu n'as pas à me remercier, Isabella, dit-il doucement. To has changed Lyra Media, ET2M has changed. Je croyais que le monde tournait autour des chiffres et des contrats, mais tu m'as montré qu'il y a plus. L'espoir, la gentillesse, le but. Izzy leva les yeux, ses yeux brillants. Tu m'as vu, Damian, avant que je ne me voie moi-même. Et tu as donné une chance à Matteo de vivre. Je t'aime pour ça. Damian sourit, se pencha et chuchota. Je t'aime aussi, Isabella. Et je serai toujours là avec toi et Matteo pour construire quelque chose de beau. Matteo, faisant semblant de tousser bruyamment, brisa le moment, les faisant rire tous les trois. Le lendemain, Lyra Media publia un article sur son site web annonçant le fond La Voix de l'Invisible et soulignant le parcours d'Izzy. Son histoire commença à circuler, une source d'inspiration pour les immigrants et pour quiconque s'était déjà entendu dire que sa voix ne comptait pas. Soujin organisa une petite fête au bureau et Matteo vola la vedette avec ses blagues ringardes. Alors que le coucher de soleil de Manhattan baignait l'horizon d'or, Izzy, Damian et Matteo se tenaient sur le toit de Lyra Media, regardant la ville. Damian passa son bras autour des épaules d'Izzy. Matteo se tenait à côté d'eux et chuchota. « Je suis fier de toi, sœurette. » Izzy sourit, puis murmura doucement en japonais. « Kibwa Tsunagu. » L'espoir relie. Damian les regarda tous les deux, se rappelant les mots qu'il avait prononcés autrefois, portant maintenant une vérité plus profonde. Elle parle 5 langues, mais celle qui touche mon cœur est le langage de l'intégrité, du courage et d'un amour au-delà de la traduction. La ville en bas continuait de gronder, mais au-dessus du bruit, ils entendaient une nouvelle mélodie, celle de l'espoir, de la rédemption, et d'une famille unie par l'amour et la résilience.